Il est 22 heures. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce mercredi 20 juillet. Atelier sur la politique énergétique nationale organisé par le ministère de l'Énergie en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. En nouvelle du monde, Gazprom remplira ses obligations. C'est les propos du président russe Vladimir Poutine en visite à Téhéran. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younous Ali Guedi, a procédé à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski au lancement officiel du programme de coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Ce programme porte sur la planification, la stratégie de la politique énergétique nationale pour les 20 prochaines années. Outre le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, l'atelier avait eu la participation des membres du gouvernement, des représentants du système des Nations Unies, le représentant de l'AIEA et les cadres du ministère de l'Énergie. Intitulé J 2021 consiste en soutien technique pour le renforcement des capacités du ministère en matière d'analyse et de planification des systèmes énergétiques. L'AIEA apportera un appui technique qui sera fourni dans le cadre du projet national sur une période de 4 ans s'étendant de 2022 à 2025. C'est ce qu'a précisé le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younous Ali Guedi. Ce programme va permettre à déterminer le rôle des technologies appropriées selon lui afin de répondre non seulement à nos besoins futurs, c'est ce qu'a précisé le ministre. Écoutons donc à présent le ministre de l'Énergie. Vous savez, le monde contemporain, sans énergie, aucun développement n'est possible. L'énergie constitue donc le moteur du développement des pays. C'est pourquoi la politique nationale de développement initiée par le président de la République de Djibouti, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, avec les objectifs de développement durable, les ODD, des Nations Unies, font de l'énergie un levier très important du développement socio-économique de notre pays. L'AIEA nous apportera un appui technique qui sera fourni dans le cadre d'un projet national sur une période de 4 ans s'étendant de 2022 à 2025. Ce programme nous aidera à déterminer le rôle des technologies appropriées afin de répondre non seulement à nos besoins futurs en énergie, mais aussi à atténuer les effets des changements climatiques dans notre pays. Les objectifs majeurs poursuivis par ce programme de coopération technique sont ainsi multiples. Il s'agira d'abord de réaliser une analyse comparative des différents scénarios énergétiques par le biais d'une projection dans le futur, en quantifiant les devenirs de nos systèmes énergétiques, de notre économie, voire de notre société dans son ensemble. Il importe ensuite de formuler et d'analyser des trajectoires énergétiques possibles pour notre pays à l'horizon 2035, Inch'Allah. Il convient enfin de choisir les meilleures options énergétiques et de les mettre en application. Au-delà de ces objectifs subventionnés, ces programmes jouera un rôle clé dans l'élaboration des stratégies solides qui permettent aux acteurs du secteur énergétique de participer activement au développement, au fonctionnement et à l'évolution des systèmes énergétiques vers plus d'efficacité et plus d'efficience. Notre objectif est de doter notre pays pour les 20 prochaines années d'une planification énergétique intégrée pour un développement durable. Mesdames et messieurs, vous conviendrez donc avec moi que la planification énergétique est très performante quand elle est exécutée par des experts nationaux représentant toutes les parties prenantes et tous les départements ministériels de notre pays. En effet, des analystes nationaux bien formés feront la différence dans la mesure où leur connaissance et leur compréhension approfondie des systèmes énergétiques nationaux sont nécessaires pour structurer correctement l'analyse, apprécier la crédibilité des résultats, interpréter l'analyse et ses conclusions et comparer enfin la validité des différents scénarios. En dernier ressort, ce sont eux qui intégreront dans la pratique les résultats de la modélisation dans les décisions politiques énergétiques. Les résultats ainsi obtenus permettront à définir la stratégie énergétique appropriée et à déterminer la meilleure approche pour satisfaire les futurs besoins énergétiques du pays.
À la page santé de notre édition, le ministre de la Santé, Dr Ahmad Robleh Abdillah, a procédé ce matin à la réception officielle d'un hôpital mobile de PK12 gracieusement offert par les États-Unis d'Amérique. Était présent l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt, et le général Jamy Cholet, commandant général du camp lémonien, ainsi que de nombreux cadres du département de la santé. Il s'agit d'un don effectué dans le cadre de la coopération civilo-militaire composée d'un hôpital mobile doté de matériel médical de dernière génération avec un plateau technique d'une capacité de 60 lits. Cette nouvelle acquisition d'un hôpital mobile constitue une opportunité majeure pour notre pays pour lui permettre de faire face efficacement aux crises sanitaires et épidémiologiques. C'est ce qu'a précisé l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Djibouti, M. Jonathan Pratt. Aujourd'hui, et de fournir cet hôpital mobile au gouvernement de Djibouti et au ministère de la Santé. C'est vraiment un équipement et un hôpital exceptionnel à un prix de 4 millions de dollars américains. Ce n'est pas le seul hôpital mobile que nous avons fourni au gouvernement de Djibouti. C'est le deuxième. En effet, les forces armées djiboutiennes, ils ont aussi reçu un hôpital mobile comme ça. Donc, il y a 2 hôpitaux mobiles que nous avons fournis et c'était vraiment un plaisir pour nous. Au début, l'initiative, c'était pour répondre au COVID, pour avoir un hôpital où on pouvait isoler tous les gens affectés par le COVID. Maintenant, bien sûr, on peut utiliser pour le COVID, mais c'est aussi pour répondre à toutes les catastrophes. Même dans la sécheresse, s'il y a une communauté qu'il faut aider, même s'il y a une autre situation grave, on peut utiliser pour ça. Donc, c'est vraiment pratique. On espère travailler ensemble pour assurer qu'on peut bien utiliser ces hôpitaux mobiles. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmad Robleh Abdillah, a remercié le peuple américain pour cette donation importante qui illustre, selon lui, la parfaite collaboration entre les deux nations. C'est un réel plaisir pour ma part, Excellence Monsieur l'ambassadeur, mon général, d'être parmi vous ce matin, ici, à PK12, pour réceptionner une deuxième fois, parce que c'est la deuxième partie de cet hôpital mobile. Il y a eu une première hôpital mobile il y a quelques mois. Maintenant, c'est le deuxième hôpital mobile. Un hôpital mobile fortement équipé d'abord de 60 lits, mais aussi équipé de presque tous les équipements ou de tous les matériels médicaux destinés à la réanimation, à la prise en charge des patients. Nous avons ici un certain nombre d'équipements très miniaturisés, des équipements dont des respirateurs artificiels, des saturomètres, des moniteurs, également des facilités d'oxygénation, un hôpital en tout cas mobile et qui peut être implanté un peu partout sur tous les territoires nationaux. Cet hôpital, auparavant, était destiné donc à la gestion du Covid. Comme vous le savez maintenant, Djibouti n'a pas de cas maintenant, ça fait plusieurs mois. Le Covid est derrière nous, mais nous restons vigilants. Et c'est en temps de paix, c'est lorsque les choses sont calmes, qu'on prépare toujours les épidémies, qu'on prépare toujours les nouvelles maladies qui arrivent. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Et c'est pour ça que cet hôpital sera utile à faire face, non seulement si le Covid survient, mais également s'il y a d'autres épidémies qui surviennent sur notre territoire. Cet hôpital sera fortement utilisé, surtout dans les régions de l'intérieur, pour vraiment appuyer nos populations rurales, mais également répondre aux besoins de toutes nos populations, quel que soit là où ils se trouvent.
L'actualité de ce 22h, c'est aussi cet atelier national de formation sur les liens entre l'immigration illégale et le terrorisme destiné aux différentes forces de défense et de sécurité. Organisé par l'autorité intergouvernementale pour le développement d'IGAD, l'atelier de formation est destiné aux forces de défense et de sécurité qui a pour objectif principal l'étude des relations existantes entre terrorisme et immigration illégale dans la région des pays de l'IGAD. Il a été présidé par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn. Cet atelier de formation de 4 jours organisé par le programme du secteur de la sécurité de l'IGAD est destiné pour les différents corps constitués. À cet égard, la formation se concentrera entre autres sur les cadres juridiques internationaux tels que les conventions des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisées par la CTO ainsi que d'autres dispositions. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn, dans ses propos. C'est un grand honneur pour moi de me trouver parmi vous afin de procéder à l'ouverture officielle de cet important atelier de formation destiné à nos différentes forces de défense et de sécurité qui ont pour objectif principal l'étude des relations existantes entre le terrorisme, l'immigration illégale dans la région de l'IGAD. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes remerciements aux organisateurs de cet atelier de formation qui n'ont pas lésiné sur leur effort pour sa réalisation dans notre pays. Cet atelier est destiné pour vous, représentants respectifs des institutions dont la police, la gendarmerie, la direction de la sécurité nationale, la marine nationale, ainsi que les représentants des institutions judiciaires, afin que vous puissiez acquérir les connaissances dans le domaine de la lutte contre la criminalité transnationale et surtout le terrorisme. Mesdames et messieurs, cet atelier de formation de 4 jours organisé par le programme du secteur de la sécurité de l'IGAD est conçu pour aborder les connaissances essentielles liées aux cadres juridiques internationaux ainsi qu'aux concepts et bonnes pratiques qui devraient vous permettre de mieux collaborer dans ce combat contre le terrorisme. Aussi, de telles formations devraient vous permettre d'assurer et d'entretenir de bonnes relations avec nos partenaires régionaux et internationaux, toujours dans l'esprit de riposte contre les menaces croissantes des liens complexes entre le terrorisme et la criminalité transnationale. Notre pays demeure exemplaire tant sur le plan mondial qu'au niveau de la sous-région de l'IGAD pour avoir été l'un des tout premiers à ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que ces 3 protocoles additionnels. Eh bien, notre équipe de reporters ont pu recueillir l'interview d'un expert de l'IGAD pour plus d'explications. Intergouvernemental pour le développement, IGAD a organisé un atelier de formation en collaboration avec l'Union européenne et l'Agence australienne pour le développement. Cette formation a été présidée par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn. Le but de cet atelier visait à promouvoir les cadres normatifs internationaux pertinents relatifs aux liens entre migration, terrorisme et criminalité sérieuse, en concentrant en particulier sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles complémentaires. Le protocole vise à prévenir, réprimer et punir les traités des personnes et les protocoles entre les trafics illicites, migrants par terre, air et mer. L'Union de la presse francophone de Djibouti a organisé aujourd'hui la 6e édition du prix de la presse. Cette cérémonie de remise de prix s'est déroulée donc en présence du secrétaire général du ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Ahmed Youssouf Elmi, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Youbin et le président de l'UPF, M. Kennedy Ibrahim Hussein,
et de nombreux participants, des professionnels des médias djiboutiens. Le prix du presse, c'est une initiative de l'UPF Djibouti à récompenser les meilleurs au sein du média djiboutien. Cette année, Ahmed Hamad et Hibar Osman, qui sont des professionnels de l'audiovisuel, et Mohamed Shakib Saad, ainsi que Ali Ladier du quotidien La Nation, se sont vus récompenser. Le président de l'UPF a précisé que ce prix est là depuis son lancement et l'engouement suscité par ce rendez-vous annuel de la famille de la presse djiboutienne, un prix qui a stimulé l'émulation au sein de cette corporation, c'est ce qu'a précisé le président Kennedy Ibrahim. Vous savez, ce prix est un rendez-vous annuel. Un rendez-vous annuel pour la famille de la presse nationale, les médias nationaux. C'est un prix qui récompense les meilleurs communicateurs de notre pays, les gens qui se sont distingués par la qualité de leur travail ou la qualité de leur production. C'est un prix qui vise l'émulation, une saine émulation parmi les gens de la presse. Pour cela, il y a beaucoup de gens qui nous ont accompagnés durant cette aventure. Et en premier lieu, il y a aussi le ministère de la Communication qui nous a soutenus, et ici représenté par le secrétaire général, et surtout le ministre Redouane Abdoulaye Bardone, qui appuie énormément les activités de notre association. Il y a aussi nos soutiens, constants, parmi lesquels l'ambassade de la République populaire de Chine à Djibouti, qui nous soutient depuis quelques années et qui nous accompagne dans ce prix. Il y a aussi notre compagnie nationale Air Djibouti, fidèle au rendez-vous, une fierté nationale. Maintenant, Internet est devenu une jungle où on publie tout, d'où une méfiance ou être un peu rigoureux dans le traitement de l'information. Je pense que ce prix s'inscrit dans cet ordre d'idées pour avoir un journalisme de qualité à Djibouti. Eh bien, le secrétaire général du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Ahmed Youssouf Elmi, s'est exprimé en ces termes. L'honneur est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer cette cérémonie de remise du prix de la presse. La 6e édition du genre, le prix de la presse organisé par l'Union de la presse francophone de Djibouti est devenu au fil du temps un rendez-vous annuel incontournable pour récompenser les meilleurs communicateurs dans le domaine de la presse écrite, de l'audiovisuel, mais aussi de la presse en ligne. Une journée de consécration pour ceux et celles qui se sont distingués par la qualité de leur production durant l'année écoulée. Une journée pour distinguer des talents qui doivent servir de modèle pour les générations futures et susciter des vocations. Ces prix visent à cultiver le professionnalisme au sein des médias djiboutiens et à stimuler une saine émulation de cette corporation. Le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a toujours appuyé les initiatives visant à promouvoir la presse qui fait au quotidien un travail remarquable avec des hommes et des femmes dévoués et passionnés par leur métier. Comme vous le savez, le gouvernement a érigé au rang de priorité le développement de la presse, et cela après la mise en place du statut personnel de la presse et de l'audiovisuel, lequel a rehaussé d'une manière substantielle les quotidiens des hommes des médias. Je voudrais féliciter les lauréats de cette année et remercier les différents sponsors qui ont soutenu cet événement. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette rencontre et d'échange avec les partenaires organisés par la direction d'Imagno Sheraton Hotel ce matin. Objectif,
sensibiliser les distributeurs de D-Money sur les nouvelles rémunérations en faveur de ses partenaires. Cette journée a été aussi une occasion idoine pour sensibiliser la population sur l'utilisation de la monnaie électronique aujourd'hui dans un monde où la technologie joue un très grand rôle dans le quotidien d'un Djiboutien lambda. La directrice de D-Money, Madame Hibo Mahmoud, devant un parterre de partenaires venus de Djibouti, de Balbala et de toutes les régions, étaient présents au Sheraton Hotel pour trancher donc ce matin et échanger sur des questions qui taraudent les esprits de chaque Djiboutien. En d'autres termes, procéder et faire évoluer les mentalités. La population est en train de plus en plus d'être aux aguets pour être informés des produits de Djibouti Telecom. Et aujourd'hui, la plupart de notre parc clientèle est constitué des jeunes qui n'ont pas éventuellement un compte bancaire. Donc la population est en train de plus en plus d'être informée sur les services financiers numériques. L'actualité dans les régions de l'intérieur a dit qu'il, avec cet atelier de restitution de l'étude d'analyse des modes de conditions de vie pastorales en place pour la prévention et le règlement des conflits et litiges pastoraux intra- et intercommunautaires dans la zone frontalière de Gobaad. Atelier présidé par le sous-préfet Youssouf et le vice-président du conseil régional a réuni les membres du comité local de paix de Dikil, les leaders religieux et les chefs coutumiers. La mise en place d'un mécanisme local d'alerte précoce et de réponse rapide sont donc les points d'ordre, la prévention et le règlement des conflits dans la zone du transfrontalier de Gobaad et une amélioration durable de la cohabitation pacifique et de la collaboration intercommunautaire sur tout le long de la zone transfrontalière de Gobaad. Dans le nord du pays, à Adailou, Guidodi et Rwanda, qui suivent la cadence du GDT. C'était donc dans la journée du dimanche à lundi, autour de ces localités, Guidodi, Adailou, Rwanda, de faire leur entrée sur scène. Les associations locales ont présenté une variété d'activités sportives et ludiques, mais l'heure était surtout à la ferveur des compétitions. L'athlétisme, le foot, les échecs, le volley, la lutte, le saut. Tout y fait pour que ce lancement de ce jeu soit un succès sans précédent au regard de l'engouement suscité autour. Placé sous le patronage du secrétaire d'État chargé du sport, ces manifestations se proposent de contribuer à la promotion et à la généralisation de la pratique du sport au profit des différentes tranches d'âge. C'est ce qu'a précisé M. Mohamed Ali, sage du village de Adailou. Pousser d'aller vers l'avant. Particularité pour cette année, le ministère du Sport a voulu valoriser les jeux traditionnels tels que en affaire, le dabouda, les luttes, les ko'osso, etc. Ça aussi, ça permet aux autres d'être impliqués, de faire partie de ces activités-là. Parce que quand on joue uniquement le foot, les gens qui se trouvent en brousse se sentaient un peu délaissés, etc. Ça permet de ramener les gens ensemble et je pense que c'est une très bonne chose, c'est une chose qu'il faut encourager et nous aussi nous serons là pour les épauler, les encadrer, les soutenir pour que ces rencontres. Un mot de sport pour clore l'actualité nationale. Ce départ donc de l'équipe nationale du foot, les Requins en Tanzanie. C'était donc lundi soir vers 20h à l'aéroport international de Djibouti à destination de Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, conduite par M. Hussein Elmibouh, membre du comité de la délégation de l'équipe nationale, qui comprend, outre le team manager, Sharm Al-Khamiat, sélectionneur Bikila, son adjoint, Mohamed Hassan Kako, les membres de son staff technique et médical, et nous leur souhaitons bonne chance. On espère, Inch'Allah, ramener la victoire. Donc, comme les deux terrains de Djibouti et de Burundi ne sont pas homologués, on va jouer les deux matchs en Tanzanie, à Dar es Salaam. Donc, le match aller, c'est prévu pour le 24 juillet et le match retour est prévu pour le 29 juillet. Inch'Allah, pour ces deux matchs, pour la phase aller-retour, on espère remporter la qualif. Donc, on souhaite à tous les Djiboutiens ou tous les Djiboutiens de nous soutenir et Inch'Allah, la victoire restera de notre côté. En nouvelle du monde, cette fois, Gazprom remplira ses obligations selon Vladimir Poutine en visite à Téhéran. C'était le mardi, le président russe Vladimir Poutine a assuré que Gazprom remplissait ses obligations. Les livraisons de gaz ont baissé de 60% ces dernières
semaine. Contrôlé par Moscou, Gazprom a réduit de 60% les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream 1 en direction de l'Allemagne. Le géant russe du gaz invoque l'absence d'une turbine bloquée au Canada en raison des sanctions. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.